Où en est la situation à Mayotte? Il y a maintenant bientôt un mois, le samedi 14 décembre, le cyclone Chido dévastait l'archipel. Le bilan actuel, sûrement sous-estimé par la difficulté de recensement, s'établit à 39 morts, 124 blessés graves et 4232 blessés légers. Ce mercredi, à l'issue du Conseil des ministres, Manuel Valls, qui est en charge des Outre-mer, a présenté un projet de loi d'urgence pour Mayotte. Il a pour but d'accélérer l'hébergement d'urgence et la reconstruction de l'île. On fait le point sur la situation avec des Bretons de retour de l'archipel et la communauté mahoraise de Brest, tous marqués par ce drame. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous d'actualité bretonne du jeudi 9 janvier. Pour la troisième fois depuis le passage du cyclone Chido à Mayotte, l'ONG Pompiers International des Côtes-d'Armor a envoyé une équipe sur place. Et ce sera malheureusement la dernière, faute de financement suffisant. Mathilde Kemener a rencontré Benjamin Le Goff, vice-président de l'ONG. Lui faisait partie du deuxième voyage et vient de rentrer en Bretagne. Il nous décrit la situation sur place. Il y a un journaliste qui a dit vous savez, monsieur Le Goff, vous êtes les yeux de la Bretagne à Mayotte. Donc, suite à la reconnaissance de ce matin... Je suis Benjamin Le Goff, je suis le vice-président de l'ONG PICA, Pompiers International des Côtes-d'Armor. On a travaillé à Mayotte dans le cadre du cyclone. Et donc moi j'ai fait partie de la troisième mission d'un collectif d'ONG. Nous, notre équipe, on a pris en charge 393 patients. On a distribué pratiquement 3000 paniers repas familial de nourriture. Et puis les sapeurs-pompiers, notre cœur de métier aussi, c'est tout ce qui est dégagement de voie publique. On a réalisé une dizaine de chantiers. Là, pour l'instant, c'est compliqué. Et ils ont l'air de pas vouloir accepter notre aide. On a deux types de population en fin de compte. On a la population mahoraise et puis on a tous les clandestins. D'après ce qu'on m'a expliqué, la population clandestine représente 70% de la population de l'île. Comme ils sont clandestins, d'habitude, quand ils voient les représentants de l'ordre, c'est plutôt pour leur courir après. Donc il faut montrer un peu patte blanche. Un enfant qui est blessé, qui a été blessé avec des tôles ou en marchant sur des clous, etc. et qui a des plaies qui s'infectent, où il a du mal, où il n'accepte pas du tout aux soins, on ne peut pas rester insensible à tout ça. Il y a un boulot de dingue à réaliser là-bas. Moi, quand je vois Mayotte aujourd'hui, je suis allé 5 fois en mission en Haïti. C'est triste ce que je vais dire, mais ça ressemble plus à Haïti qu'un département français. Ça risque d'être super long et super compliqué. Je pense pas qu'en métropole, les gens puissent imaginer ce que les Mahorais vivent là-bas. Je vous ai donné les inventaires pour reconstituer vos caisses, Nadia. Quand tu reviens ici, c'est la base arrière qu'il faut tenir. Donc là, la base arrière, c'est solliciter les donateurs, répondre aux questions du terrain. Là, c'était sur le reconditionnement du matériel, etc., etc. C'est sûr qu'il faudra plus de 100 000 € pour rentrer dans les frais. J'ai l'impression qu'on est un peu moins suivi. Et moi, ça m'inquiète parce que ça va avoir des conséquences sur la suite, sur nos capacités à rebondir et à repartir plus tard. Donc on va redresser les manches et puis on va aller essayer de convaincre pour qu'on puisse nous aider. Et les Mahorais de Bretagne s'organisent pour envoyer de l'aide sur l'archipel. L'association sportive et culturelle mahoraise de Brest et l'association Maman 29 ont récolté des dons pour Mayotte. Suffisamment de denrées pour remplir un conteneur. Ils attendent désormais de réunir les fonds nécessaires pour l'envoyer. Le conteneur devrait partir de Nantes ou de Brest, mais pour eux, l'important, c'est qu'il parte au plus tôt, comme ils l'ont expliqué à Enora Le Nôtre. On ne choisit pas, si vous voulez, quoi. On n'a pas de préférence, de trucs. Nous, ce qu'on veut, c'est que tout ce qu'on a collecté jusqu'à aujourd'hui et que ça continue là, que ça puisse partir. Ma mère, ma soeur et mon père, ils sont là-bas. Et ils vont bien. Il y a eu des dégâts matériels, dégâts des eaux, des trucs comme ça, des toits qui sont partis, mais corporellement, tout le monde va bien. On communique quand on appelle, on demande ça en est où la situation et tout ça, et ça reste toujours pareil. Malgré ce qu'on dit que tout va s'arranger comme ça, mais à chaque fois qu'on appelle, c'est toujours la même chose. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas... Voilà. Il est toujours possible de déposer des dons au centre social de Pontanézen à Brest ou à l'entreprise Patsizza, service de Guilher. Des packs d'eau, des denrées alimentaires et des produits hygiéniques sont recherchés en priorité.
Et puis dans le reste de l'actualité bretonne, depuis ce mardi, le département d'Ille-et-Vilaine est placé en vigilance orange crue. Les pluies de ces derniers jours ont gonflé les cours d'eau et plusieurs débordements ont eu lieu. C'est le cas, comme vous pouvez le voir sur ces images, à Pont-Réan, au sud de Rennes, où la Vilaine est montée jusqu'au pied des habitations. À Châteaubourg, à l'ouest de Rennes, un hôtel a dû être évacué, tout comme une clinique psychiatrique à Bru. On écoute sa directrice au micro de Romain Leroux. On a 85 patients dans l'établissement. Certains étaient très proches de leur date de sortie, donc vont rentrer à domicile un peu prématurément, avec un suivi en parallèle. On estime qu'on va transférer entre 35 et 40 patients. Je pense qu'il y a quelques années, il y a eu une évacuation partielle, mais des chambres du rez-de-chaussée. C'est la première fois, de ce que j'en sais, en tout cas, qu'il y a une évacuation complète de l'établissement. Globalement, en tout cas, on espère réouvrir la semaine prochaine. Le pic de la crue devrait être atteint vers 22h. À noter que de nouvelles intempéries sont prévues dans la nuit avec quelques flocons sur l'Ille-et-Vilaine et les Côtes-d'Armor. Le centre-Bretagne devrait donc se réveiller sous un léger manteau blanc qui ne devrait pourtant pas tenir. Puis toujours en Ille-et-Vilaine, à Rennes, le trafic de drogue continue de faire rage. Un nouvel exemple est apparu ce mardi sur les réseaux sociaux. Une vidéo postée sur TikTok, filmée sur la dalle Kennedy, dans le quartier de Villejean, montre ce qui semble être une bande rivale venue défier les dealers locaux. Ils profèrent des menaces et tirent des coups de feu. Les riverains courent pour leur échapper. On vous laisse écouter. Il est où le jobber? Celui qui bouge, il mange une balle dans la tête. Celui qui bouge, il mange une balle dans la tête. Ramenez votre vendeur. Selon une source policière, cette vidéo a été tournée le 30 décembre ou le 2 janvier dernier. Une enquête a été ouverte pour retrouver son auteur. Et puis, ailleurs dans l'actualité, plusieurs plans blancs ont été déclenchés dans les hôpitaux de Bretagne ces derniers jours. C'est le cas notamment ce jeudi à Saint-Brieuc, après un week-end de forte activité aux urgences de l'hôpital Yves-Le Foll. Avant lui, Rennes, Vannes ou encore Nantes avaient fait de même. Les hôpitaux font face à l'épidémie de grippe qui s'intensifie en France et il est pour l'instant difficile de prédire quand le pic de l'épidémie sera atteint. Pour autant, les observateurs restent rassurants. La dynamique épidémique ressemble à celle de l'année 2022-2023. Politique maintenant, le conseil départemental du Finistère a adopté ce jeudi une motion pour réclamer une réforme en profondeur de la loi pour la transparence de la vie publique. Cette loi date de 2013 et faisait suite à l'affaire Cahuzac. Le problème pour les élus du département, c'est que depuis cette date, beaucoup d'élus hésitent à s'engager dans un mandat local par crainte d'être accusés de prise illégale d'intérêt. Un texte signé par l'ensemble des collectivités finistériennes doit être transmis au Parlement le 31 mars 2025, avant le 31 mars 2025. On écoute Maël de Calan, président du conseil conseil départemental du Finistère, au micro de Christophe Boucher. Et puis surtout cette alerte qui consiste à dire attention, dans un an il y a des élections municipales, on voit beaucoup de maires qui arrêtent, on voit beaucoup d'adjoints qui arrêtent, on voit beaucoup de gens qui démissionnent. Donc si on veut encore avoir des candidats pour gérer nos communes dans un an, il serait peut-être bon de se demander comment est-ce qu'on peut leur faciliter la vie, plutôt en permanence leur taper dessus très fort avec un gros bâton. Et puis cette semaine, 600 étudiants des universités de Bretagne Sud et de Bretagne Ouest, ainsi que d'une école d'ingénieurs, se réunissent pour travailler sur un projet commun en lien avec le milieu maritime. À Plouzané, un groupe a choisi d'étudier le trait de côte breton, un sujet crucial pour la région, alors que des maisons menacées par la montée des eaux vont être rasées à Tréfiagat. Un reportage d'Enora Lenôtre. Ici, on a une belle trace d'éboulement. Là, on voit qu'on a une accumulation de roches qui sont tombées d'ici, il n'y a pas si longtemps certainement. Petit à petit, l'océan grignote le littoral breton. Ce groupe d'étudiants venus de Brest et de Lorient vont étudier toute la semaine les effets de la montée des eaux dans le Finistère. Première étape, réaliser une modélisation 3D de la falaise. Pour ce faire, en fait, on va avoir une caméra dont on va connaître la position GPS exacte à tout temps de l'acquisition. On va pouvoir donc géométriquement contraindre la zone pour pouvoir recréer un modèle donc, du terrain en 3D. Ce modèle sera ensuite comparé à celui réalisé l'année dernière. Ils pourront alors constater les évolutions du trait de côte de cette falaise de Plouzané.
Ces données seront ensuite transmises à l'Institut universitaire européen de la mer, qui étudie depuis 25 ans les facteurs d'érosion sur le littoral breton. Et même si dans certains secteurs, comme à Tréfiagat, la montée des eaux menace certaines habitations, la région n'est pas la plus touchée par le phénomène en France. En Bretagne, globalement, on est plutôt bien loti, c'est-à-dire qu'on a plutôt une faible érosion par rapport à d'autres régions, que ce soit des régions avec des côtes sableuses comme le littoral aquitain ou des régions avec des côtes à falaises, mais des falaises de craie comme en Normandie. Chez nous, globalement, ça recule plutôt moins vite, mais bien sûr, ça n'exclut pas le fait que localement, il y ait des zones où on a un recul. Selon le CEREMA, 6,2% du trait de côte breton a enregistré un recul entre 1950 et 2011, contre 20% au niveau national. Et maintenant direction Morlaix et le musée des Jacobins, le plus ancien bâtiment de la ville, qui n'en finit pas de livrer ses secrets. L'année dernière, des sépultures avaient été découvertes par les archéologues de l'INRAP et en septembre dernier, ils ont trouvé des décorations du XIVe siècle camouflées sous des dizaines de couches de peinture. Une nouvelle découverte qui renseigne sur le passé de la ville et que nous fait découvrir Margot Racanière. C'est des monuments qui sont extrêmement colorés et beaucoup plus chatoyants en fait, que ce qu'ils sont aujourd'hui. Depuis septembre 2024, les chercheurs de l'Institut national de recherche archéologique préventive profitent du chantier de l'église des Jacobins à Morlaix pour trouver des indices sur son passé. Ce qu'on a pu voir déjà, c'est qu'on a des blasons qui sont identiques et qu'on va retrouver à différents endroits sur les piliers. Ce blason-là, on l'a là. On va le retrouver ensuite sur l'autre pilier. On découvre finalement qui a aidé les dominicains à reconstruire le couvent. Et en l'occurrence, on peut même mettre un nom sur ces familles, puisqu'il y a notamment un blason qu'on va retrouver un peu partout, qui est celui de la famille de Penouette, qui est une grande famille seigneuriale originaire de la région de Morlaix. Autre découverte majeure, ces peintures du XIIIe siècle extrêmement bien conservées. Alors ce qui est très frappant, c'est les couleurs. C'est très très frais en fait. Les couleurs sont beaucoup plus vives que ce que vous avez pu voir avant. Et ça, c'est extrêmement rare de trouver ce genre de décor dans ce type de contexte, quoi. Les peintures vont être restaurées dans les prochains mois, mais aucune certitude pour le moment sur ce qui sera visible pour le public à la réouverture du musée, courant 2027-2028. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi et à demain.